Bienvenue dans cette vidéo pour présenter le projet, on va dire, Sinistre et Sombre. Et bienvenue donc à La Blanche et à Vanity qui vont nous accompagner et nous parler de cet espace, de ce Discord et de ce que ça implique. Est-ce que vous voulez vous présenter, peut-être La Blanche? Bah ouais, du coup, moi je suis La Blanche, je fais de la figurine depuis la fin des 90. Je suis rentré dedans un peu comme tout le monde avec Warhammer Battle, Warhammer 40 000. J'ai eu un Dark Ages, comme on dit, qui a duré une bonne dizaine d'années. Et là, depuis 2015, je m'y suis remis via Mordheim. Du coup, ça a, je pense, un peu dirigé mes envies de jeu. Et vers 2017, un truc comme ça, j'ai découvert 28 Mag et un peu toute cette frange-là du modélisme et du jeu. Et ça m'a direct hyper parlé. Et du coup, depuis, je navigue pas mal sur des jeux, plus des jeux indépendants et avec un accent qui est mis sur une ambiance un peu sombre, un peu travaillée. Moi, c'est ça qui me plaît dans le jeu de figurines. Vanity, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé là? Alors, moi, ça a rien à voir parce que j'ai pas du tout découvert ces trucs-là petite. Moi, j'ai commencé à jouer vraiment tard, quoi, à l'âge adulte, à 30 ans passés. Un peu quand j'ai rencontré toute cette bande-là, peu après qu'il ait recommencé à jouer, j'ai fait la connaissance de Hugues, de Nopis qui est sur Sinistre et Sombre aussi. Et c'est à travers ces rencontres-là que j'ai commencé à jouer. Puis assez vite, le truc de la peinture s'est imposé un peu comme une évidence. Après, bon, voilà, je suis pas du tout une acharnée. J'y passe pas un temps phénoménal parce que, justement, la vie d'adulte, et cetera. Mais après, depuis longtemps, j'avais un peu une sensibilité au fantastique, au sens large, quoi, tout ce qui est SF, fantasy. Donc c'était assez simple de s'y mettre. Et c'est un mode de sociabilité que je connaissais pas, même que je n'avais pas du tout soupçonné pendant bien longtemps. Et voilà. Super. Alors déjà c'est hyper intéressant de voir que vous avez des parcours très différents entre le côté très classique j'ai commencé gamin, j'ai arrêté, j'y suis retourné. Voilà, je suis aussi passé par là, en fait, c'est aussi l'histoire. Et en même temps, ce côté qu'on entend de plus en plus souvent, en fait, j'ai découvert récemment et ça m'a intéressé. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui, en tant qu'adulte, t'a donné envie de te diriger vers ça? Parce que c'est original comme pratique dans un milieu adulte, sérieux, etc. Tu dis ça à cause de ma veste? C'est souvent une pratique qui est pas forcément très bien vue par des gens un peu trop sérieux. Je disais par les grandes personnes, c'est pas bien par les personnes, quoi. Par les grandes personnes, voilà. Je sais pas, mais en tout cas, on m'a jamais renvoyé ça. Aussi, parce que quand on me voit, je sais pas, on va pas se dire: «Ouais, elle est pas sortie du truc de l'enfance ou de l'adolescence», peut-être parce que j'ai rencontré le jeu tardivement. Alors je sais pas, ça fait pas ado attardé ou je sais pas quoi. Du coup, on me renvoie pas, moi, un stéréotype négatif vis-à-vis de ça. Et ce qui m'a intéressée, après vous me direz vous si c'est de cet ordre-là ce qu'on vous renvoie quand tu dis que c'est pas très bien vu par les grandes personnes. Et après, moi, ce qui m'a plu, c'est que ça permet de faire des trucs, de partager des trucs avec des gens qui sont pas axés autour de la fête, par exemple. Et ça permet un autre mode de relation, la relation ludique que je trouve pas ailleurs, quoi.
Ah, c'est super intéressant, ouais. Alors, est-ce que, la Blanche, est-ce que toi, tu as eu des réactions comme ça? Est-ce que des grandes personnes te considéraient comme un ado attardé? En vrai, pas trop. Je trouve la plupart des gens, ils sont plutôt bienveillants avec ce truc-là. Puis en plus de ça, de plus en plus de gens connaissent. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand je commence à dire à des gens, en prenant un peu des pincettes, en disant voilà, je joue à des jeux avec des petites figurines, et d'abord je les peins, j'y passe des heures, ils disent ah ouais, Warhammer, ouais, le truc, j'ai vu les éditions Hachette à la télé et tout, ils connaissent en fait. Ça devient hyper connu du grand public. Et tout le monde a qui d'un cousin, d'un vieux copain du lycée, enfin, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait ça. Enfin, je dis tout le monde, j'exagère un peu, mais énormément de gens connaissent. Et c'est vu comme un truc de passionné, un peu perché, comme je sais pas, les petits trains ou d'autres trucs. Mais globalement, non, j'ai pas trop de. J'ai pas, enfin, ouais, pas de souvenirs de propos vraiment humiliants ou je sais pas quoi. Les gens ils trouvent ça un peu marrant, quoi. Non, je voulais juste rebondir. Je rejoins parfaitement ce que dit Vanity sur la question de la socialisation et où effectivement, je trouve que ça permet d'autres moments. Je trouve qu'il y a un intérêt aussi de la part des gens qui connaissent pas trop ces loisirs-là et qui souvent me disent oh là là, mais putain, tu passes des heures tout seul à peindre ou avec tes potes à jouer pendant des heures et des heures. Et du coup, il y a souvent une curiosité aussi sur ce qui nous plaît dans ces moments-là. Et ouais, je rejoins Vanity sur la question de la sociabilité. Une sociabilité qui n'est pas festive, qui est pas, on n'a pas besoin de s'alcooliser pour passer un bon moment ou ce genre de trucs. Et on se rencontre aussi différemment, parce que dans le jeu et dans aussi les partages, nous, de connaissances qu'on a, de peinture, de modélisme ou quoi, ça permet de rencontrer les gens de façon un peu moins frontale que des gens qu'on n'a jamais vus, avec qui on ne sait pas trop quoi se dire. Là, il y a direct quelque chose à dire, quoi. Enfin, parce qu'on est entre passionnés. Ça me fait super plaisir. Ça fait quelques minutes là qu'on a commencé. Ça a déjà parlé de social, de partage, de rencontres, etc. Et c'est vraiment. En fait, ça me fait plaisir que ça arrive directement comme ça dans la conversation, sans préparation, sans rien, parce que je trouve que c'est des éléments hyper importants de cet univers-là. Effectivement, on va rencontrer des gens et on va se lier à des gens par autre chose que vous parlez du festif ou par exemple le sport ou des centres d'intérêt plus comment dire plus enfin autres quoi. Et c'est vrai que moi c'est une pratique que j'ai depuis très longtemps et qui m'a aidé à rencontrer des gens dans des périodes où j'étais à une époque où j'étais extrêmement timide et j'avais du mal à parler à des gens. Ça a bien changé. Oui, voilà. Alors, pour la petite histoire, le fait de faire une chaîne YouTube était un outil pour travailler sur ma timidité. Voilà. Okay. C'est plus facile de parler à une caméra que de parler à des gens, en vrai. Mais du coup, ouais, ça a été aussi un vecteur, en fait, pour aller vers des gens. Et en fait, il y a... ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des gens que j'ai rencontrés il y a très longtemps, via cette pratique, que j'ai rencontrée sur Internet, que j'ai rencontrée en vrai, sur des événements, des tournois, des conventions, etc., qui sont depuis des personnes extrêmement proches que je revois pas forcément très régulièrement parce qu'il y a aussi l'éclatement géographique, mais en tout cas des gens avec qui j'ai un contact hyper régulier, que ce soit justement par les réseaux ou par se revoir régulièrement en convention, etc., quoi. Et je trouve qu'effectivement, on a une pratique qui encourage le partage, que ce soit, comme tu disais, dans le jeu lui-même ou dans les pratiques autour, donc la peinture, le modélisme, même tout ce qui va être question de narration, création de scénarios, etc. etc. quoi. Alors, dans votre propre expérience, alors peut-être, tu parlais justement de Mordheim. Toi, Vanity, tu disais que tu es entré là-dedans récemment. Quelle a été l'étincelle, ce qui vous a fait rentrer dans cet univers? Est-ce c'est un jeu en particulier, c'est un univers, c'est une figurine? Quand vous l'avez vu, vous avez dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça, je veux en faire ». Qu'est-ce qui était votre élément déclencheur pour rentrer dans cet univers?
Juste par rapport à la question, tu veux dire l'univers de la figurine en général ou justement des Ouais, univers. qu'est-ce que ça fait rentrer voilà. Bah, dans un premier temps, la figurine en général. À quel moment t'as acheté une figurine en disant je vais la peindre pour ensuite pouvoir la jouer et etc. quoi. Moi, en fait, on m'a un peu pris par la main. Alors, assez étonnamment, en fait, c'était ma mère qui m'a pris par la main un jour et dans une boutique Games Workshop. En fait, elle connaissait un peu les jeux de figurines, parce que j'ai un oncle mais dont j'étais pas très proche qui en faisait. Et puis, elle nous a pris par la main avec mon frangin et elle nous a traîné dans un Games Workshop. Et, enfin, je crois que mon frère avait déjà lu Le Seigneur des Anneaux. Moi, je regardais des films genre Willow ou ce genre de trucs. J'étais trop content. Enfin, il y a eu une espèce d'excitation de fou pour moi de voir ces grandes tables toutes vertes à l'époque avec les petites arbres et tout. Enfin, et des petits bonshommes tout colorés. Enfin, pour un gamin, c'est trop cool, quoi. Et du coup, voilà, j'ai eu droit à vraiment parcours classique, initiation avec un vendeur Games Workshop qui t'apprend à faire un brossage à sec sur ta première figurine, qui est un maraudeur du chaos en métal, pour la petite histoire. Voilà. Et que j'ai plus, malheureusement. Oh. Et alors toi, comment tu es Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait découvrir la figurine? Ouais, et ben en fait, j'arrivais pas à remettre la main sur le souvenir, mais là, ça m'est revenu. En fait, j'avais un peu oublié. Il y a quelques années, voilà, j'ai eu un souci et je pouvais plus trop bouger de chez moi. Et donc, c'était plutôt des potes qui venaient me voir, etc. Et avec Nopis, on s'est mis à jouer, et avec d'autres amis aussi, à HeroQuest. Et alors, c'était. Ouais, ils l'ont jamais réédité de toute façon, à ma connaissance. C'était vraiment un vieux Il est jeu de. ressorti il y a quelques années, là. Il est ressorti il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus. Ouais, C'est tout récent. Et c'était avant ça, donc c'était vraiment le vieux jeu. Alors après, il y avait HeroQuest, Advanced HeroQuest. Voilà, du coup, on jouait à ça. Et après ça, lui, il a tapé une phase un peu Blood Bowl. Et j'ai peint une bande de Blood Bowl. C'était la première bande que je faisais en entier. Et en fait, je déteste ce jeu, mais d'une force. Qu'est-ce que t'aimes pas déjà, de base, c'est du foot, quoi. Et voilà, il faut du coup penser à tes mouvements là d'équipe. En plus, t'as un milliard de trucs à faire d'un coup. Enfin, tu sais, c'est pour une activation alternée. Enfin, j'aime pas. Mais c'est marrant parce que c'est un jeu, par contre, qui peut ratisser large, quoi. Même dans les potes qui aiment pas trop les figurines, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, c'est assez fédérateur parce que l'univers est à la fois très générique en termes de médiéval fantastique, se rapporte quand même au sport et en même temps est très comique. Du coup, ça attire des gens qui ne sont pas forcément attirés justement par d'autres propositions en fait d'univers. Ouais, puis il y a aussi que c'est autant un jeu de plateau qu'un wargame en fait. J'ai un plateau cartonné avec des cases. Pour plein de gens, c'est plus rassurant qu'un wargame en dimension sur une grande table. Ça impressionne aussi certaines personnes, quoi, qui n'ont pas l'habitude. Ouais, c'est ça. Il y a un côté très cadré en fait du truc qui le rend simple et accessible. Et je pense aussi le fait qu'il y a eu un jeu vidéo il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était 2010-2012, je crois, le premier jeu vidéo, qui a eu un sacré succès, qui a fait découvrir Blood Bowl en fait à beaucoup de monde. Et du coup, de découvrir que ce jeu vidéo que tu as aimé, tu vois, si tu connais pas du tout Warhammer, Games Workshop et compagnie, tu découvres via le jeu vidéo, et par la suite, tu découvres qu'il existe des figurines en physique, que tu peux jouer au jeu sans le jeu vidéo et avoir un adversaire physique. C'est vrai que ça peut être sympa aussi comme point d'entrée.
Et du coup, là, à Blood Bowl, j'avais des elfes noirs. Et du coup, je me suis pris de passion pour les elfes noirs. Ouais, et on jouait à Manowar, donc c'était hyper bien. Donc c'était un peu les vieux jeux Sympa. de l'ancien temps, quoi. Oui, c'est ça. T'as découvert récemment, mais t'étais entouré de vieux de la veille Ouais. qui avaient leur jeu d'époque et qui fait commencer quand même comme à l'époque, quoi, au final. Avec les vieux briscards, là. Ah, c'est rigolo comme découverte, tu vois. C'est vrai de dire, oh, bah, moi, je suis rentré il y a quelques années dedans, j'ai commencé par Manowar. Tu fais, ah oui, C'est pas le parcours c'est pas habituel. mal. C'est ça, c'est pas, c'est assez exceptionnel, hein, c'est chouette. Non, mais c'est ça aussi qui est sympa dans cette pratique, c'est que un jeu, même sorti il y a 20 ans, tu peux toujours y jouer aujourd'hui, en fait. Et du coup, tu peux le faire découvrir. Tu vois, tu parlais de Mordheim tout à l'heure. Bah, Mordheim sorti en 99, hein, ça a 25 ans cette année. 25 ans, Mordheim. Mais pourtant, on continue à en parler, on continue à y jouer, etc. Parce qu'une fois que tu as le matos, tu n'as pas de matériel qui va devenir physiquement obsolète et qui va t'empêcher d'utiliser. Tu vois, c'est pas ma console qui a 20 ans, elle a grillé et je peux plus jouer au jeu que j'avais dessus. Voilà, il n'y a pas de. C'est un livre. C'est un livre. Si tu sais lire, c'est bon. Et ça retombe ça reboucle sur ce qu'on disait avant, c'est Manowar. Alors là, ça s'est un peu calmé, mais il y avait à une époque toute une communauté qui réinventait des nouvelles bandes, qui réécrivait des règles de bande, etc. Et moi, quand j'ai découvert ça, bon, peut-être fasciné, c'est un peu fort comme terme, mais ce que ça créait comme sociabilité, je trouvais ça vraiment, vraiment cool, quoi. Avec bah, du coup des gens d'un peu partout, alors enfin en tout cas un peu éclatés, qui se rejoignaient, pour tester, des règles, pour voir si elles étaient, équilibrées et cetera. Puis on faisait des tournois et tout, c'était quand même vraiment cool, quoi. Ah, ça c'est super, les communautés de passionnés qui continuent à entretenir en fait un jeu, même une fois disparu. Enfin, on pourrait en parler des heures, mais rien que ça déjà, c'est un truc qui est assez surprenant. Il y a assez peu de pratiques, je trouve, qui sont dans cet esprit un peu de l'abandonware en fait, tu vois. C'est-à-dire il y a un peu cette pratique dans le jeu vidéo de l'abandonware où un jeu qui est plus édité, plus commercialisé, ou dont il y a eu plusieurs versions, et en fait on va revenir sur une ancienne version et continuer à développer des choses dessus. Il y a assez peu d'autres pratiques qui proposent ça en fait, et c'est hyper intéressant aussi de voir cette passion, comment elle évolue à travers le temps et comment les gens se réinventent pour continuer à jouer à un jeu disparu depuis 25 ans. Ouais, il y a un côté très. Enfin, il y a un attachement à l'objet et je pense aussi beaucoup à la période. Est-ce qu'on est déjà en train de parler de nostalgie ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, toi? C'est assez surprenant. Et je pense qu'il y a un peu aussi un truc de nostalgie. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, et notamment quand je me suis remis à la figurine et que je me suis dit, ah ben tiens, je vais jouer à Mordheim, il y a eu deux questions. Il y a eu la question que j'ai retrouvé une boîte de figurines Mordheim dans mes vieilles figurines. Et du coup, je me suis dit, ah bah voilà, j'ai de quoi jouer. Et puis, j'avais pas une thune à l'époque pour acheter des figurines neuves. Puis à la fois, il y a un truc de, ah ouais, je me souviens quand j'étais gamin dans les boutiques games, la boîte, c'était trop beau, les dessins, c'était un peu bizarre, ça faisait jeu compliqué, pas facile d'accès. Mais en tout cas, il y a eu un truc de souvenir quoi, qui s'est joué. Quoi. Et puis oui, la possibilité d'avoir la règle gratuitement, parce que bah, elle a même été distribuée gratuitement en PDF par Games Workshop à une époque. Ça permettait de prendre 3 figurines qui traînent dans une cave et puis de s'y mettre, quoi. Enfin, de s'y remettre. Mais du coup, je sais pas si ça. Enfin, en tout cas, moi, l'aspect nostalgie, ben évidemment, vu mon parcours, c'est pas tant le cas. Mais c'est aussi de récupérer ces vieux jeux, une manière de
de déjouer un peu le truc de marketing effréné là, qui est pas mal mis en jeu par Games. Où, bah, par exemple, si tu es, un petit môme, qui a pas, 300 € d'argent de poche, par mois, en fait, ça doit être quand même un peu compliqué de vivre ta passion jusqu'au bout Mmh. et en fait, enfin, il y a certains jeux, j'ai l'impression qu'ils sont assez compétitifs et que la compétition, elle se fait aussi économiquement avec, bah, combien tu es capable de débourser pour avoir, la figurine qui claque, qui a les caracs, qui claquent et tout et ce truc de refaire vivre des vieux jeux ou inventer des règles de bande qui étaient pas prévues parce qu'en fait, tu as des, figurines par ailleurs qui peuvent te permettre de jouer ça sur un vieux jeu et cetera. Bah, ça déjoue, ce truc, super commercial et super capitaliste de Games. Vous nous avez parlé de comment vous êtes rentré dedans. Il y a eu quelques jeux qui ont été cités, hein, que des vieux jeux pour le moment. On va voir si ça évolue par la suite. Est-ce que vous avez un jeu coup de cœur qui serait celui qui vous a fait rester dedans ou plonger plus profondément peut-être à un jeu qui vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans ce que vous faisiez, quoi? La question subsidiaire, si ça peut aider. Pourquoi ce jeu est Mordheim? Ah! Ouais, il y a un truc, bah, du coup, pour envoyer sur Mordheim, comme je disais, il y avait des trucs de facilité, bon, bah voilà, j'ai une bande qui traîne, vas-y, je vais m'y remettre. Mais en lisant le livre de règles, chose que j'avais jamais fait, parce que je ne l'avais jamais eu entre les mains quand j'étais gamin, ce livre de règles, moi, il y a quand même deux choses qui m'ont hyper interpellé. C'est tout le système de campagne et des règles de jeu qui invitent au narratif. Alors, je vais avoir aussi un peu du mal à dire de Mordheim, je suis désolé pour les grands fans et les grandes fans. Mais en tout cas, la lecture des règles était hyper excitante. La proposition de jeu, avec la possibilité d'avoir plein de bricoles qui se passent entre les parties, où à la fin d'une partie, si tu perds ton leader, tu jettes 2 dés sur une table à 66 résultats ou un truc comme ça, où ton leader peut se retrouver vendu dans des arènes de gladiateurs et devoir combattre pour sauver sa peau, enfin des trucs complètement délirants. Moi, en tout cas, dans la période où j'ai un peu arrêté la figurine, j'ai fait un peu de jeu de rôle, comme beaucoup de gens qui font aussi de la figurine. Et du coup, en découvrant ça, je me disais, mais en fait, c'est du jeu de figurine, mais il y a une composante jeu de rôle et du coup, ce truc très narratif. Puis il y a quand même aussi une autre chose vis-à-vis de Mordheim. Je trouvais la gamme de figurines super sympa, je la trouve toujours hyper chouette. Et puis il y avait les dessins dans le livre de règles qui étaient quand même complètement incroyables. Et la proposition d'univers, je sais pas, moi, elle m'a. Même si je connaissais un petit peu, j'avais vaguement une idée de ce que c'était Mordheim. Je voyais que c'était du combat urbain, de bandits dans une ville, machin. Mais quand on plonge. Enfin, quand en 2015, là, je me suis plongé dans la lecture des règles et de l'univers et avoir la mâchoire qui tombe devant les dessins avec des inspirations qui viennent de la peinture flamande du 15e, 16e siècle. Enfin, je trouvais ça fou, en fait, comme proposition pour un univers de jeu. Je me disais, enfin, c'est trop bien. Et à la fois, j'avais déjà vu un peu ce qui pouvait se faire. Enfin, moi, quand j'étais gamin, il y a Inquisitor aussi qui est sorti. J'ai jamais joué à ce jeu, mais il y avait plein d'articles dans le White Dwarf qui sortaient, que je lisais et que je trouvais hyper excitant aussi, parce qu'il y avait une esthétique hyper particulière. C'était super macabre, très dérangeant. Enfin, j'étais gamin, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Et du coup, je trouvais ça super excitant aussi, très transgressif. Enfin, je sais pas, je trouvais ça trop, trop bien, quoi. Et du coup, ouais, il y a vraiment ce truc-là où je crois que je suis resté depuis dans une envie de jeux qui permettent de raconter des histoires, qui ont un système de règles qui invite aussi à du narratif, quoi. Et juste pour terminer, parce que je viens d'y penser, je pense que c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, en fait, le jeu d'escarmouche, c'est le truc qui me plaît par rapport au jeu de bataille, dans le sens où
Et là aussi, on en revient au jeu de rôle. Le jeu d'escarmouche, on joue une poignée de gars, quoi, enfin de gars ou de meufs d'ailleurs, enfin de personnages. Et je trouve ça beaucoup plus facile de m'identifier à ce qui se passe pour un personnage que pour un régiment entier ou une armée entière, quoi. Alors, c'est pas les mêmes histoires qui sont racontées, mais je sais pas comment dire, un régiment qui fait n'importe quoi, c'est pas très drôle. Alors qu'un type qui échoue complètement ce qu'il tente de faire, bon, on imagine le gars qui lâche son épée ou qui se prend les pieds dans une poutre ou je sais pas quoi et qui tombe. Enfin, tout de suite, il y a un truc qui se raconte, je trouve. Et j'ai moins ça avec les jeux de bataille, quoi. Parce que tout de suite, il faut être dans le grandiose et le grandiloquent. Alors que les jeux d'escarmouche, surtout Mordheim, qui invitait aussi à jouer un peu des trains de savate, je trouvais ça hyper drôle. Même de perdre, ça me faisait rire des fois, quoi. Et ça me fait toujours rire dans ces jeux-là, quoi. Alors, je vais me permettre une petite parenthèse sur ça, justement, parce que c'est exactement le genre d'état d'esprit que j'aime bien, et t'es pas le seul à penser ça. En ce moment, on travaille sur la traduction de Forbidden Psalm, et dans les discussions avec l'auteur, à un moment, il nous a quand même dit que son idée de base, quand il a fait le jeu, c'est qu'il n'y a rien de plus drôle qu'un échec. Et en fait, c'est ça qui transpire dans tout... Et oui, enfin, raconter une charge héroïque d'un régiment de chevalerie sur des gobelins en déroute, c'est pas super passionnant. C'est épique, mais est-ce que c'est passionnant, quoi? Alors que raconter le gars qui saute d'une passerelle à une échelle et qui rate le dernier barreau et qui va s'effondrer alors qu'il portait le dernier morceau de malpierre de la table et tout machin, ouais, il se passe plus de choses en fait dans la faillite, tu vois, que dans l'épique. Mais déjà, je vais rebondir sur ce qui était dit juste avant. Moi, j'ai jamais joué à un grand jeu de bataille. Je crois que ça me fait un peu peur, que ce soit en projet de peinture ou même en quantité de règles à assimiler là. Ouais, c'est une échelle que je trouve vraiment trop fat, quoi, justement pour quelqu'un qui a une vie d'adulte. Ou juste quelqu'un comme moi, peut-être. Et du coup, ce format-là, escarmouche partie en 1 ou 2 heures, je trouve ça vraiment, vraiment mieux. Et aussi, dans le jeu de bataille, en fait, tu es dans la peau du général. Donc, ça charrie un imaginaire qui fait pas trop... Enfin, moi, qui me fait pas triper. Et du coup, c'est plus marrant, là, d'incarner ta bande de marlous ou de je sais pas quoi, là, comme tu disais, de bracasses qui doivent faire je sais pas quoi. Et un jeu qui m'a fait rester, alors un jeu qui a failli me faire partir, c'est Underworld, qui répondait bien aux critères de temps de partie, etc. Mais le truc là avec les cartes, alors au début c'était marrant parce qu'en fait j'arrivais à suivre, mais en fait, enfin, quand tu arrives à des milliers de cartes disponibles et que si tu les as pas, tu peux plus gagner, je sais pas quoi, ça me rendait dingue. Et par contre, juste après, je crois, est sorti Warcry, et qui a ce truc un peu là que tu décris, la blanche, qui a le format escarmouche. Après, j'ai l'impression que le scénario là du jeu, le background du jeu est peut-être moins marrant que celui de Mordheim. Parce que c'est un peu bizarre là, je sais pas quoi, c'est la ville qui est au croisement des trucs, et puis non, ça c'est Underworld, bon bref, je me mélange. Mais t'as ce truc de bande, et du coup le jeu était cool, je trouvais vraiment à jouer très très bien, le truc avec les dés et tout, c'était vraiment une fulgurance là qu'ils ont eu comme système de jeu, je trouve. Et les figurines surtout. Les figurines qui sont vraiment dingos, quoi. En plus, ils ont sorti des bandes un peu rien naves, qui font un peu partie d'aucune faction traditionnelle et tout. Et je trouvais ça hyper bien. Voilà. C'est vrai que je rejoins Warcry, c'est aussi un jeu auquel j'ai beaucoup... Enfin, on a beaucoup joué
ensemble et qui faisait un peu revenir cet esprit Mordheim, alors peut-être moins profond, mais par contre, là où les règles de Mordheim ont quand même pris un sacré coup de vieux, je veux dire, c'est compliqué de jouer maintenant un jeu en tour par tour où il faut, je crois, 5 ou 6 jets de dés pour résoudre une situation entre jet pour toucher, pour blesser, sauvegarde et puis le 4e jet là, qui reste. Voilà, faut être patient. Blessure. Et c'est vrai que Warcry, moi, la première partie. Blessure, la sauvegarde plus sonnée. La sonner, hors de combat. C'est ça que. Est-ce qu'on pourrait pas jouer à Mordheim avec les règles de Warcry? Alors, il y a des gens qui ont sorti des cartes en PDF, mais des cartes pour adapter les bandes de Warcry, les bandes de Mordheim aux règles de Warcry. J'avais vu passer ça. Ouais. Alors, je suis en train de bosser sur un truc en plus pour, plutôt dans l'autre sens, c'est pour jouer avec les règles de Warcry dans le setup de Mordheim. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose. Ouais. Oh, c'est peut-être mal compris. En fait, les bandes de Mordheim à Warcry. Moi, ce que j'avais vu, c'était utiliser les règles de Warcry pour jouer avec les figurines et le setup de Mordheim. Ouais. D'accord. Là, ce serait le truc sur lequel je bosse, c'est plus garder quand même les figurines récentes, rester sur des figurines accessibles en fait en boutique, parce que c'est vrai que Mordheim aujourd'hui, si t'as pas déjà les figurines, c'est un peu compliqué et ça vaut assez cher, mine de rien. Ouais. Après, si tu veux les figurines. Oui, si tu veux les figurines d'époque, c'est vrai, qui sont super chères. Mais maintenant, il y a quantité de proxy hyper cool pour jouer à Mordheim, quoi. Et c'était, quand je m'y suis permis, il n'y avait pas grand-chose sur le marché, quoi. Du coup, si tu voulais des sorts de Sigmar, tu n'avais pas les vrais, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Et, alors, je voulais peut-être maintenant qu'on parle de sinistre et sombre, donc qu'est-ce que c'est? Mais en même temps, là j'ai une petite remarque, c'est que pour l'instant, du coup, on ne parle que de jeux Games Workshop. C'est vrai. C'est les leaders du marché, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est difficile d'en sortir de toute façon. Ils tiennent le pavé de ouf. Hein. Puis après, les questions que tu posais aussi, c'était les jeux par lesquels on est rentré, les jeux qui nous ont fait rester. Du coup, voilà. Après, moi, j'ai l'impression que, pour compléter sur les jeux non-games, mais un jeu auquel j'ai extrêmement peu joué, je crois que j'ai fait 2 parties, mais par contre qui m'a hyper parlé quand je l'ai découvert, c'était Frostgrave. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu ce truc-là de mais ouais, en fait, tu peux prendre une règle de jeu et puis la jouer avec n'importe quelle, avec la figurine de ton choix, avec des archétypes extrêmement simples, extrêmement personnalisables. Et ça m'avait hyper parlé, quoi. Le problème, c'est que voilà, il y a Force de frappe de Games Workshop et puis je découvre et 1 an après, il y a Warcry qui sort. Du coup, l'intérêt pour Frostgrave, il est un peu fondu comme neige au soleil, si je peux des jokes sur ce jeu, voilà. Et du coup, Vanity, est-ce que toi, tu as joué à d'autres jeux que Games Workshop? Non, mais moi, je suis vraiment une petite joueuse. Je veux dire, à part Necropolis. Quoi? Faut qu'on en parle de Necropolis. Bah oui, c'est ça. Mais ouais, à part. On va en parler, évidemment, parce que c'est pour compte. C'est un peu dans la genèse en plus de Sinistre et Sombre. Mais ouais, non, à part Necropolis, mais il y a ce jeu Forbidden Psalm. Très bien, si vous êtes en train de le traduire, ce sera d'autant plus facile à jouer. Mais j'avais envie d'y jouer, mais j'ai pas eu l'opportunité pour l'instant. Voilà. On espère que ça va être le jeu à la mode là au printemps. Trop bien. On croise les doigts. On a encore du taf, mais ça avance bien. Du coup, c'est le moment de nous raconter un peu qu'est-ce que c'est Sinistre et Sombre et comment ça s'est créé. On va répondre aux questions dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté, mais trop en or, trop chouchou.
autour des jeux de figurines et de tout ce qui peut s'y rapporter de près ou de loin. Et où c'est possible, en fait, d'échanger sur plein de sujets qui, des fois, dérivent tant sur le prix du fromage en Amérique du Nord que, sur les méandres actuels de la politique politicienne gouvernementale. Et, et voilà, en fait, c'est surtout un espace d'échange et ouais, autour des jeux de figurines, plutôt dans une esthétique sinistre et sombre. Voilà. Et comment ça s'est créé? Bah, je te laisse répondre, la Blanche. Ouais, et du coup, je vais juste rajouter 2-3 petites choses qui me tiennent un peu à cœur. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de jeux Games Workshop, mais bon, peut-être que Vanity et moi, on est plus beaucoup joué à des jeux games, mais il y a aussi d'autres personnes qui étaient un peu à l'initiative de la création de ce Discord, qui sont pas forcément autant sur des jeux games. Et l'envie au moment où on l'a créé, c'était aussi pas mal de parler de jeux indépendants. Et je vais boucler avec comment ça s'est créé. Donc, avec Vanity et d'autres amis, on a eu cette idée-là de participer à Octogone 2023 pour présenter Necropolis, puisque ça faisait à peu près un an qu'on avait découvert Necropolis et qu'on se disait, mais c'est vraiment un excellent jeu, on adore ce jeu, c'est trop bien. Et puis, voilà, avec un copain qui est aussi sur le Discord, qui est Shipbreak, on s'est dit, ben, tiens, on pourrait contacter Octogone pour proposer une table de démo. Et du coup, on s'est mis en lien avec Vanity et Nopis, et on s'est mis en lien avec Octogone, qui, à notre grand étonnement, puisqu'on s'y est pris 3 mois avant le festival, bah, ils étaient super chauds. Et en arrivant au festival, moi, jusqu'à la veille, alors après, je suis pas forcément un grand optimiste dans la vie, mais je m'attendais à ce qu'on passe 3 jours à parler avec personne et voir des gens défiler devant notre table en disant c'est quoi ce truc avec des morts vivants? Non, ça m'intéresse pas par ailleurs. Et en fait, ça a cartonné et on était. Moi, en tout cas, j'étais hyper surpris. Ça n'a pas arrêté pendant 3 jours, on s'est fait défoncer. Par contre, on a aussi rencontré plein de gens qui étaient super cool. Et il s'est passé un truc, moi, que j'ai trouvé assez étonnant, c'est qu'il y a eu un espèce de magnétisme sur le pôle figurine où il y avait plein de tables de partout. Il y a quelques personnes qui sont venues nous voir, genre tiens, qu'est-ce que c'est? Necropolis, ah ouais, je connais, j'ai entendu parler, ouais, je veux essayer. Et en fait, c'était les gens qui venaient pour présenter Forbidden Soul ou tel autre jeu, ou Turnip 28. Et finalement, on s'est tous rencontrés dans un truc de ok, on percute un peu sur les mêmes choses, les mêmes genres de jeux, plutôt indépendants, plutôt avec une esthétique étrange, plutôt sombre, plutôt, je sais pas, ouais, grimdark, allez, je vais dire ce mot, je suis obligé de le dire. Du coup, le Discord, l'idée, c'était aussi de créer un espace pour rester en lien avec toutes ces personnes qu'on a rencontrées, dont toi d'ailleurs. Et puis, en fait, assez rapidement, le truc a un peu grossi. Alors, on n'est pas forcément très, très nombreux et nombreuses, mais suffisamment pour que tous les jours, il y ait développé de nouveaux messages et que voilà, le truc a sa petite vie. Enfin, moi, personnellement, je poste plus trop grand-chose dessus. J'ai moins le temps maintenant. Et en fait, je vois que ça tourne. Et effectivement, comme pour rejoindre ce que disait l'amitié, il y a une ambiance hyper qui est pas du tout sinistre et sombre pour le coup, où les gens sont hyper chouchous les uns avec les autres et ça se passe bien, quoi. Et alors, comment définir, tu parles de ce magnétisme qu'il y a eu, justement. Est-ce que tu peux définir ce qui peut attirer les gens dans cet esprit sinistre et sombre? En fait, voilà, comment des gens qui sont sur un stand en train de présenter Forbidden Soul ou sur un stand en train de présenter Turnip 28, comment ils se retrouvent sur le stand Necropolis, en fait, à la fin de la journée? Et voilà, des gens qui écouteraient ce podcast, en fait, comment les convaincre de venir sur le Discord? Qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver? Alors,
je vais revenir sur un truc que disait Vanity tout à l'heure qui m'a interpellé sur le fait de faire revivre des vieux jeux. Et je pense que un des points communs de tous ces jeux-là, Turnip 28, Necropolis ou Forbidden Soul ou des jeux comme ça, ou Inquisimunda au hasard, c'est que c'est des jeux qui sont très appropriés par les gens qui y jouent. C'est-à-dire que tu joues à Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, tu achètes tes figurines, tu les peins, t'as d'ailleurs on te donne une direction de peinture, ce qui est bien aussi, hein. Moi, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Et j'ai l'impression que tous ces jeux-là, en fait, il y a un côté très do-it-yourself dans ces jeux. C'est-à-dire que souvent, c'est PDF, gratuit, parfois non, avec une proposition esthétique qui est des fois pas très très poussée, des fois c'est très flou. Ça peut être quelques illustrations, je sais pas, je vois par exemple de mémoire dans le livre de règles de comment il s'appelle le jeu où tu joues 5 figurines que vous êtes en train de traduire, Forbidden Soul. Dans mes souvenirs, il y a très peu de photos de figurines. Et puis, il y a un tableau qui t'invite à générer aléatoirement tes personnages pour les convertir. Et du coup, c'est des jeux qui appellent à la bricole et à la débrouille et qui laissent une super grande liberté à tes choix esthétiques, tes envies, à faire une table qui a la tronche que tu as envie de lui donner, à jouer des figurines qui ont la tronche que tu as envie de leur donner. Et je pense que ça, c'est un truc qui est très très fort dans ces jeux. Quelque chose de très personnalisable, où il y a à la fois une proposition esthétique forte et à la fois une invitation à s'exprimer, si je peux dire ça comme ça, en tout cas à apporter sa touche perso, on va dire. Et je pense que pour des gens qui ont l'envie de faire des choses en termes de peinture, en termes de modélisme, et d'avoir des figurines qui racontent un peu une histoire, et de faire des parties qui racontent un peu une histoire, je pense que ces jeux-là, ils sont trop bien. Je sais pas, Vanity, ce que toi t'en penses. Ouais, ou après, ça peut avoir un côté un peu élitiste parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien jouer et bricoler les figurines, c'est pas trop leur délire, mais ça laisse aussi plus basiquement la place au réemploi, quoi. Je veux dire, si t'as tes placards pleins, t'arriveras bien à trouver un truc qui te permet de jouer et que ça fonctionne. Et ça, je trouve ça vraiment rafraîchissant. C'est la mode du jeu générique qui permet de ne pas être attaché à une marque en particulier au niveau des figurines. Et du coup, on va pouvoir réutiliser ce qu'on a ou même aller piocher dans les gammes qui nous font envie sans avoir à commencer un jeu en entier, à commencer une armée entière, tu vois. C'est vrai que ça, c'est aussi un état d'esprit qui est assez différent de ce que Games Workshop met en avant, d'une part, mais aussi de beaucoup d'autres fabricants. Hein. On va plutôt jouer avec les figurines qui sont faites pour le jeu lui-même. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle les jeux agnostiques encouragent vraiment à aller à droite à gauche, à s'approprier en fait les choses, etc. Et tu parlais de Frostgrave tout à l'heure, et je pense que Frostgrave, ça a été un élément déclencheur. Parce que Frostgrave, c'est un jeu qui a eu un très gros succès auprès des joueurs et qui propose cela dans ses règles. C'est-à-dire que Frostgrave a une gamme officielle de figurines, mais propose dans les règles de jouer avec ce que tu veux comme figurine. Et même ça va plus loin, c'est que à la limite, tu pourrais pousser le vice, c'est-à-dire j'ai envie de jouer des elfes, des nains, des gobelins. La race de tes figurines n'ont aucun impact sur leur profil. C'est la classe de la figurine qui va définir comment elle se joue. Si c'est un brigand, si c'est un militaire, etc. C'est pas son espèce qui va modifier ça. Et du coup, ça permet d'avoir un jeu qui est à la fois très libre en termes d'interprétation personnelle. Parce que, après tout, voilà, si moi j'ai envie de jouer une bande où
mon nécromancien est un gobelin, est un chaman gobelin de la nuit, voilà, ça marche, je peux le faire. Et en même temps, c'est un jeu qui se permet aussi d'avoir une histoire qui est hyper développée à travers plusieurs campagnes qui vont poursuivre en fait la narration de Frostgrave même, en fait. Là, je vous ai perdu. Non. En fait, oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur cette question du réemploi et d'utiliser les figurines qu'on a envie d'utiliser, de pas toujours courir à acheter la dernière nouveauté. Et puis, moi, je trouve que c'est aussi ces jeux-là, parce que pour beaucoup, quand on a quelques années dans ce loisir, c'est un loisir où faire chauffer la carte bleue, ça va très vite. Prendre des figurines, c'est un autre rythme. Et du coup, on est beaucoup à avoir aussi une grosse pile de la honte, là, comme on dit. Et je trouve que ces jeux, c'est super. On ouvre le livre de règles et on se dit, ah purée, tiens, ces zombies que j'ai achetés il y a 4 ans, là, qui n'ont jamais été peints, qui sont dans leur boîte, je vais les peindre parce qu'on a besoin là pour jouer à ce jeu. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment super par rapport à d'autres jeux où, on commence une armée, machin, puis 1 an après ou 6 mois après, il y a une autre armée encore plus classe qui sort et où on se dit, ah non, finalement, je veux celle-là, quoi. Et encore une fois, moi, il n'y a pas de jugement. On fait comme on veut. Puis, vu la taille de la pile de la honte que je me traîne, j'ai rien à dire à personne. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super de me dire des fois, je peux acheter des figurines même juste parce qu'elles me plaisent. Un jour ou l'autre, je trouverai un truc pour les jouer. Ah ouais. Ouais. Tu vas loin. C'est pas souvent que je le fais maintenant, mais des fois. Et du coup, je peux vous poser une question? Est-ce que j'étais complètement à côté de la plaque et à côté de cette bulle de réalité du jeu agnostique, ou c'est un truc qui s'est un peu popularisé ces dernières années? C'est assez récent, ouais. Moi, je pense que c'est Frostgrave qui a beaucoup démocratisé le truc, mais en fait, c'est quelque chose qui vient aussi pas mal du jeu historique à la base. C'est-à-dire qu'il y a très peu de jeux historiques, donc les jeux napoléoniens, etc., qui vont avoir une gamme de figurines associées à un jeu. En fait, surtout chez les anglo-saxons, il y a depuis très longtemps cette habitude d'avoir plein de règles de jeu qui vont être juste des livrets ou des PDF. Et après, on joue avec ce qu'on a. Et puis, la règle, elle va dire il faut que ce soit telle échelle et puis tel socle de telle taille, etc. Et après, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est très ancré, en fait, chez les Anglais depuis très longtemps. Mais c'est vrai que côté figurines fantastiques, c'était Games Workshop c'est toujours Games Workshop qui domine absolument tout et de très très loin. Et je pense que c'est récent. Alors moi j'ai en tête Frostgrave parce que j'ai vécu la sortie de Frostgrave et c'est celui-là aussi qui m'a fait me dire oui, on peut faire ça. Mais surtout que Frostgrave est un jeu fantastique sorti par un éditeur qui a l'habitude de faire de l'historique à la base. Oui. Donc il y avait déjà cette démarche de jouer avec ce que vous voulez comme figurine. Et c'est en train de se répandre depuis quelques années. C'est quoi Frostgrave ça date de quand? Je sais même plus. C'est 2012, je crois. 2012. 2012, 2015. Je sais plus. Je sais plus exactement quand c'est sorti, mais ouais, ça commence à... Et c'est vrai que depuis, il y a eu il y a eu beaucoup de jeux qui ont suivi ce sillage, en fait. Et c'est pas plus mal. Oui, puis il y a une mode aussi ces dernières années du jeu des mouches. Je dis pas que c'est nouveau, mais c'est quand même revenu très à la mode, j'ai l'impression, quoi. Après, est-ce que... Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps sur la mode du jeu d'escarmouche. Est-ce qu'elle répond à un besoin des joueurs ou à des contraintes de l'éditeur? En ce moment, je suis en plein dans ces questions-là. Mais c'est beaucoup plus facile, en fait, de créer une règle pour de l'escarmouche en termes d'échelle, en termes d'ampleur, que pour de la bataille rangée, par exemple. Tu vois. Donc, est-ce que la profusion de jeux d'escarmouche, elle
elle est là parce que les gens veulent de plus en plus jouer à l'escarmouche, ou est-ce qu'elle est là parce que les gens qui créent des jeux créent plutôt de l'escarmouche? Bah, je pense que il y a un peu des deux, à mon avis. C'est plus facile de se dire, tiens, vas-y, je vais me lancer dans un jeu d'escarmouche qu'un jeu de bataille, puis ça coûte moins cher et c'est moins d'investissement de temps, d'énergie, de fric et de tout ce qu'on veut. C'est plus facile aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai eu pas mal cette pratique de tiens, je découvre un jeu, j'ai hyper envie d'y jouer, bah, je vais acheter 2 bandes, je vais les peindre, je vais faire ce qu'il faut au niveau décor s'il y a besoin de décor que j'ai pas en stock, et puis je vais aller démarcher les gens, limite, quoi, enfin, mes copains, mes copines. C'est vrai qu'un jeu d'escarmouche, tu peux le faire. Avec un jeu de bataille, c'est une misère. Appelle-moi pas, s'il te plaît. Il faut acheter et peindre de grosses armées. Enfin, moi, j'ai pas la foi pour ça. Et je pense qu'il y a ça, d'une part, où pour beaucoup de gens, c'est moins engageant de tester un jeu d'escarmouche. Allez, j'achète 5-10 figurines, je les peins et puis on y va. Et je pense que pour les éditeurs, c'est une moins grosse prise de risque, je suppose. Je pense que la prise de risque, elle est moins grosse pour tout le monde, donc les éditeurs peuvent les voir. Oui, voilà. Mais même en termes de format de partie, en fait, une partie d'escarmouche, tu peux te la caler dans ta semaine. Ouais, ça dépend. Je pense que ça dépend du jeu d'escarmouche et du jeu de bataille. Il y a des jeux de bataille plus simples que d'autres et des jeux d'escarmouche, pareil, des jeux d'escarmouche qui sont hyper complexes, quoi. Parce que moi, je vois ça, jeu de bataille direct, soit tu pars pour une partie de 4 à 8 heures. Ouais, et des jeux d'escarmouche en fait, non, merci, quoi. Bah, au jeu d'escarmouche, non, ok. Alors, Mais de toute façon, je suis une petite joueuse, alors je vrai, te c'est pas contredirai pas, forcément- mais... Mais pour rendre justice quand même au jeu de bataille, c'est pas forcément aussi long. Surtout les jeux plus récents ont aussi en tête que voilà, 4 heures pour une partie, c'est trop long. Donc ils essaient même sur des gros formats d'être un peu plus direct et un peu plus efficace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des jeux de bataille où tu vas avoir 50 à 100 figurines de chaque côté. Et la partie se fait en 2h30, quoi. Donc, c'est vrai que de l'autre côté, une escarmouche, tu as 5 figurines de chaque côté, et en 2h30, tu as le temps de faire 2 parties au minimum, quoi. Je pense qu'il y a aussi une autre contrainte sur c'est tout con, hein, mais je pense qu'il y a aussi la place dans les logements. Ça paraît débile, hein, mais placer une table de 1m20 par 1m80 façon Warhammer Battle à l'ancienne, bah, si tu habites dans un cottage anglais de 200 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Si tu habites dans un appart à Paris, Bordeaux, Lyon, qui fait 25 mètres carrés, voire moins, ça devient plus compliqué, quoi. Alors que un petit format d'escarmouche, moi, c'est ce qui m'avait frappé sur Forbidden Psalm, et encore plus sur Necropolis, c'est aussi les petits formats de table où bien sûr, il y a le club, mais tu peux jouer à la maison, en fait, sur une table de... J'avais une table de jardin, mais non, une table de salon, quoi. Tu n'es pas forcément obligé de sortir les tréteaux et puis ta giga table sur laquelle tu pourrais jouer au ping-pong, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une anecdote hyper rigolote là-dessus. C'est Eden, qui était un jeu d'escarmouche aussi sur un format 60 cm. J'avais demandé à l'auteur du jeu à l'époque pourquoi cette table de 60 cm de côté. Et sa réponse était c'est la taille de la table basse Ikea. Très bonne réponse. Ok, voilà. Et c'est très drôle parce que par la suite, il y a Alchemy aussi qui est passé sur un format 60 par 60. Ouais. Et il y a pas mal d'autres jeux qui sont sortis dans les années qui ont suivi sur du 60 par 60. Et donc c'est vrai que cette réponse est assez drôle et pragmatique. Mais ouais, la taille des logements compte aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, moi je me souviens quand Kill Team est sorti en 2017, je crois, je ne sais plus quelle version c'était, mais un peu quand ils ont relancé avec une boîte et tout, pour un jeu Games. Désolé, je parle encore de jeu Games, hein, mais c'était un peu la révolution par rapport à Mordheim ou Necromunda, où vas-y, sors ta table de 1m20 par 1m20 couverte densément de décors. Là aussi, ça implique d'avoir une quantité de décors pour les stocker dans des petits apparts. C'est la misère, quoi.
Voilà, donc tu parlais d'Octogone de 2023. Effectivement, moi je suis venu sur votre stand, ça a été mon coup de cœur du week-end, hein, Necropolis, hein, bravo, c'était super. Comment vous êtes tombé sur ce jeu et pourquoi vous avez eu envie de le partager comme ça? Un truc tout con, je suivais le compte Instagram de All Shield, le gars qui a écrit le jeu, parce qu'il avait des très très belles figurines. Voilà, et puis des photos avec des mises en scène de fou, enfin, je trouvais ça magnifique. Et puis un jour, je me suis aperçu très discrètement dans la description de son compte qu'il y avait un truc sur un système de règles qu'il développait pour jouer des escarmouches de morts-vivants. Je me suis dit, bah, tiens, je vais jeter un coup d'œil, quoi. Du coup, je débarque sur son Discord. Moi, j'utilisais quasiment pas Discord à l'époque. Je télécharge le PDF. À l'époque, il n'y avait pas une seule illustration. C'était pas vraiment. Enfin, si, c'était mis en page, mais vite fait, quoi. Et je me suis dit, ah ben tiens, qu'est-ce qu'il faut c'est 2 à 6 figurines, c'est que dalle. C'est des morts vivants. Bon, de toute façon, tout le monde a des morts vivants hein, qui traînent. Moi, j'en avais quelques-uns, pas beaucoup à l'époque. J'en avais quelques-uns. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lire les règles. Et puis, il y avait un petit passage de fluff. Bon, c'était tout en anglais. C'est toujours tout en anglais, d'ailleurs, même s'il y a une VF fan-made qui est en cours d'écriture, hein, qui est même sortie. Plus pour très longtemps, oui. Ouais. Et du coup, moi, je maîtrise pas hyper bien l'anglais littéraire et je sais pas, de ces petits passages de lore que je comprenais pas très bien, je trouvais qu'il se dégageait un truc super mystérieux. Enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu excitant. C'était en plein été, il y avait rien à faire, c'était la canicule, je m'emmerdais. Et j'ai commencé à lire les règles et je me suis dit, mais c'est trop bien en fait ces règles. Il y a vraiment un focus qui est mis sur tout est assez petit. On joue sur un plateau de 40 par 40 avec peu de figurines. Donc c'est limité. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour s'y mettre. Et en fait, l'écriture des règles, il y a vraiment un esprit de faut que ça soit fun, faut s'amuser et faut réussir. Alors moi, je suis très mauvais dans un jeu de figurines. Je perds quand même la plupart des parties que je fais. Et du coup, voir un jeu qui fait en sorte que tu peux pas vraiment te planter, tu peux perdre ta partie, mais tu arriveras toujours à faire un petit truc. Je me suis dit, c'est trop bien. Et du coup, je me souviens, je crois que j'ai fini de lire le livre et le lendemain, j'ai appelé le copain de Nopis en lui disant, écoute, j'ai découvert un truc, ça a l'air super bien, ça ne te dit pas d'essayer. Donc, on s'est capté chez moi, on a fait 2 parties, on a trouvé ça beaucoup trop cool. On y a joué, j'en ai parlé à différentes personnes. Je sais qu'avec avec Vanity, Nopis et Vanity ont beaucoup joué aussi. Moi, j'ai beaucoup joué avec le copain Shipwreck aussi. Enfin, beaucoup moins, mais j'ai quand même joué avec le copain Shipwreck. Il y a eu un truc, on est tous tombés d'accord pour se dire ce jeu est trop bien. Ouais, juste parfait, quoi. C'est super tactique. En termes de figurines, tu mets ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie. Tu peux te faire une table parce que 40 par 40 c'est tout petit et ça rentre dans une boîte et tu vas pas payer cher en matériaux. Enfin, tu peux tout bricoler, tu peux tout faire. C'est hyper accessible. Puis après, avec l'évolution du jeu aussi, avec là aussi ce truc communautaire, je reviens là-dessus. Au début, on suivait fort le Discord anglo-saxon. On était en lien direct avec le gars qui écrit le jeu, All Shield. Et on lui faisait nos retours sur ses règles et tout. Et on a pu vraiment à fond s'approprier. Enfin, je sais pas comment dire. De cette manière-là, moi, j'avais l'impression d'être aussi acteur de la création de ce jeu. Alors, à mon petit niveau très humble, hein, le créateur, c'est All Shield et c'est tout le mérite lui revient. Mais ce truc d'être en lien direct, il est impensable avec des jeux games. Enfin, je veux dire, on n'est pas en lien avec les gens qui les équipes créent. Enfin, il y a des gens qui le sont peut-être, mais moi non en tout cas. Et du coup, je trouvais ça hyper stimulant. Je trouvais ça super stimulant. Et vraiment, j'en reviens à ce truc de réemploi, d'appropriation. C'est un jeu qui est une porte ouverte pour ça, quoi. C'est même la porte, elle s'ouvre, on vient t'attraper, quoi. Enfin, pour t'approprier Necropolis. Et je trouve ça d'autant plus marrant que j'y ai rejoué, enfin j'y ai pas joué, j'ai fait une initiation là, il y a 2 jours à Necropolis dans l'assaut où je vais jouer
Et il y avait un gars qu'on avait rencontré à Octogone qui depuis s'est fait une bande et qui vient avec sa bande. Et sa bande, c'était une bande de momies. Il y a des figurines Reaper Miniatures, il y a des figurines qu'il avait shippées dans la boîte de jeu Conan le Barbare par Monolith. Et son familier, parce que le familier est une figurine, enfin un des profils auto-include quasiment dans une liste Necropolis, c'était une espèce de momie avec une grosse tête toute mignonne, enfin un truc, figurine quasi comique. Et du coup, je me disais, c'est marrant parce que moi, je suis parti dans une direction complètement opposée à essayer de faire des trucs un peu dark et tout. Et lui, il se l'était approprié sur un registre beaucoup plus humoristique. Et je me disais, ça, c'est trop bien parce que chaque personne amène sa bande et met un peu de sa personnalité et de qu'est-ce qui me fait délirer dans la vie, quoi. Lui, ce qui me faisait délirer, c'est d'avoir des momies et d'avoir ce familier avec une grosse tête et des gros yeux un peu mignons, quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a vachement parlé, quoi, dans Necropolis. Il est vraiment parfait, quoi, sur le fond et sur la forme. Même, comme tu l'as dit, la manière dont ça a été développé, avec une communauté qui s'est constituée autour, avec voilà, des retours et tout ça qui étaient pris en compte. En fait, juste, c'est hyper bien, c'est hyper beau. Le jeu est vraiment à la fois très facile à prendre en main, même pour des gens qui sont pas des joueurs aguerris. Et en même temps, il y a quand même une profondeur stratégique, il me semble, Oui. qui fait que tu te lasses pas. Il y a tout l'univers qui a été construit autour avec justement ce parti pris de dire tout le monde est mort, donc rien n'est grave, même en campagne, tu peux pas. Il peut pas t'arriver un aléa tellement horrible que tu as envie de pleurer, que tu dois refaire une autre bande, quoi. Entre les parties, enfin, tout est cool, enfin, ça transpire. Enfin, je sais pas, on l'a jamais rencontré en vrai, le créateur, mais pour moi, ce jeu, il transpire. C'est un peu galvaudé comme mot, mais la bienveillance, le fun. C'est pas voilà, tu sens pas ce truc un peu viriliste là, compétitif qu'il peut y avoir dans d'autres systèmes de jeu. Par exemple, tout à l'heure je parlais de Underworld, mais c'est l'enfer en fait. Enfin, après on peut pas comparer ce qui est pas comparable, mais entre un jeu où il faut tout le temps être au taquet de regarder c'est quoi la dernière carte pour pouvoir écraser tout le monde en partie, et un jeu comme Necropolis où juste le mot d'ordre c'est d'avoir du fun. Il y a ce truc-là qui est répété pas mal dans les règles en anglais. Je sais pas comment ça a été traduit, mais attends, c'est quoi? C'est you do what you do? Non, je sais plus. Tu vois pas ce truc? Non. En gros, ça veut dire faites comme vous le sentez, quoi. Et aussi cette fulgurance un peu là du jeu d'escarmouche sur diorama. Alors moi, j'ai pas encore fabriqué mon diorama. J'ai 2 projets dans les tiroirs, mais ça me tient vraiment à cœur de mener ce truc-là jusqu'au bout, quoi. Au moins un des 2. C'est cool ça. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect diorama et c'est le sous-titre du jeu, quoi. C'est un jeu d'escarmouche sur diorama. Et je pense que, enfin moi en tout cas, c'est aussi ce qui m'a appelé à la base, parce que comme je disais, je suivais le compte Instagram de All Shield avec ses photos de fous furieux, avec des figurines magnifiques sur des décors magnifiques. Et moi en tout cas, en ce qui me concerne, le décor, c'est aussi important, voire plus important que les figurines. C'est le cadre dans lequel se déroule la partie. Et j'en reviens, je vais reboucler au début avec Mordheim, où moi, l'idée d'une table de ville en ruine sur plusieurs niveaux et tout, je trouvais ça complètement fou. Et Necromunda, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est des propositions d'imaginaire qui sont complètement trop séduisantes. Et sauf que matériellement, faire ça sur 1,20 m par 1,20 m,
très compliqué, très coûteux, ça demande de l'espace pour stocker, enfin, c'est super complexe. 40 cm sur 40 cm, on peut le faire en fait. Au pire, on le range sous son lit ou je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours une solution. Et je me souviens aussi des retours qu'on avait eu par rapport à Octogone, où la plupart des gens s'arrêtaient en disant tiens, c'est curieux, ce jeu, ça se joue que sur cette toute petite surface, c'est bizarre. Et ça interpellait vachement les gens, quoi. Je me souviens que ça avait vachement interpellé, quoi. Alors justement, puisqu'on parle du côté diorama, modélisme, on n'a pas abordé ça en fait précédemment, mais est-ce que c'est une partie, alors bon, la Blanche, tu as déjà un peu répondu à la question, mais est-ce que pour vous, la partie modélisme doit être prépondérante dans le jeu lui-même, quoi? Oh, c'est hyper dur comme question. Ben, tu sais, on parlait tout à l'heure des jeux avec une forte, je sais pas, une forte prépondérance narrative, etc. Et à quel point c'est cool. Et en fait, ben, le modélisme, il est au service de ce truc-là, quoi. En fait, on se raconte des histoires et des beaux décors, des belles figurines. Bah, ça aide à se projeter, en fait. Hormis le fait qu'en plus, c'est super agréable à faire et que quand tu as réussi à faire exister dans le monde physique un truc qui t'a habité et qui était un peu dans ta tête, c'est ultra satisfaisant. Bah non, mais de toute façon, c'était grossièrement la même chose. Mais enfin, pour moi, oui, le modélisme, il est prépondérant. Et enfin, ce que tu viens de dire, Vanity, moi, tu viens de dire ce que j'avais envie de dire sur le fait de matérialiser une proposition d'imaginaire. Et par ailleurs, je sais pas, moi je fais du dessin, il y a plein de gens qui matérialisent de l'imaginaire par d'autres biais, mais je trouve que la figurine, alors je sais pas si c'est le fait que ça soit en 3 dimensions ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça, depuis que je suis gamin, enfin, la première fois que j'ai vu des figurines, j'étais comme un fou. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans prendre l'imaginaire, et là, c'est là sous nos yeux, et on peut le toucher, on peut le manipuler, enfin, et du coup, une partie, enfin, moi, à part dans le cadre un peu spécifique d'une partie d'essai ou je sais pas quoi, jouer avec des armées pas peintes ou des bandes pas peintes sur des tables avec 3 pauvres décors. Enfin, j'ai pas envie d'être élitiste encore une fois, mais en tout cas, moi, ça vient pas répondre à mon envie. Je vais pas m'amuser beaucoup dans ce contexte-là, mais parce que moi, c'est ça que je viens chercher. C'est quelque chose d'immersif. Et je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas trop et qui s'intéressent à d'autres choses dans le jeu qui sont tout aussi valables, mais qui du coup, des figurines pas peintes et des cercles en carton ou en plastique transparent, ça le fait parce qu'ils vont chercher autre chose. Mais moi, en tout cas, j'ai envie dans ce que je fais de raconter une histoire, de transmettre une ambiance avec mes maigres moyens, hein, mais ouais, oui, c'est prépondérant. Voilà, j'aurais juste pu répondre oui. Mais du coup, la remarque que je me faisais, c'est que tous ces jeux agnostiques qui proposent un univers très fort, souvent, et je trouve que Necropolis, en plus, avec sa proposition de diorama, met ça encore plus en avant. Souvent, en lisant les règles, je me dis que c'est juste un prétexte à s'éclater en termes de modélisme. La règle, elle va pas être là pour te contraindre. Ton mec, s'il a une épée courte, une épée longue ou une rapière, on s'en fout en fait. Voilà, ça n'a pas d'impact dans le jeu. Fais comme tu as envie, fais la figurine que tu as en tête justement. Et voilà, je trouve qu'il y a un truc comme ça où on va on va remettre la figurine au centre du jeu en fait. Là où sur certains jeux, j'ai trouvé qu'on perdait un petit peu ça. Justement, les jeux d'unité, les jeux d'armée, etc., où finalement on
on anonymise, j'ai du mal à le dire, on anonymise vachement les personnes, enfin les figurines, et du coup, les figurines n'ont plus d'intérêt en elles-mêmes que d'être des compteurs de points de vie dans un régiment ou des choses comme ça. Et finalement, c'est en revenant à des jeux comme ça où tu vas pouvoir soit prendre une figurine qui traîne à côté et la jouer telle qu'elle et c'est parfait, soit rentrer complètement dans l'appropriation et créer une figurine spécifiquement pour cette bande-là, pour ce jeu-là. Et voilà. Je trouve qu'il y a une vague, en fait, aujourd'hui, de jeux créés par des amoureux de la figurine avant d'être créés par des concepteurs de jeux. Au sujet de Necropolis, je trouve pas que ça nuise à la qualité du jeu sur le plan purement ludique, en fait. Enfin, il y a... Les deux trucs sont tenus. Tu vois, c'est pas un pur prétexte, justement. Quand je dis prétexte, c'est pas négatif. Hein. Ah ouais, c'est pas pour dire péjoratif. que ouais, c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est plus dire que je pense, et La Blanche, quand tu dis comment l'auteur a présenté son jeu, ses figurines, etc., j'ai un peu ça en tête de me dire que la personne qui est derrière a fait un très bon jeu sur sa règle, etc., mais surtout a voulu mettre en avant la figurine au sein du jeu. Et la figurine, et les décors, et les pions, les choses comme ça, quoi. Et toutes ces choses qui vont permettre justement de s'investir encore plus et de s'immerger dans l'univers. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on trouve dans les jeux récents, et Forbidden Zone est exactement dans cette idée-là aussi, à la fois de récupération de figurines d'autres marques ou quoi, on joue avec ce qu'on veut, et à la fois cette appropriation totale de dire que peu importe la tête qu'elle a, ta figurine, quoi, elle est jouable. Et c'est vrai que par rapport à d'autres jeux, donc on parlait de jeux super compétitifs ou des trucs comme ça, ou par exemple Warhammer 40 000, qui est le jeu le plus pratiqué en tournoi à l'heure actuelle, si ta figurine sur sa fiche d'unité c'est marqué qu'elle a une épée tronçonneuse et un bolter, tu peux pas lui mettre deux dagues, voilà, c'est tout. Et si ta figurine elle est plus cool avec deux dagues, tant pis, tu la joues pas parce que sur le truc c'est marqué qu'elle a une épée tronçonneuse, quoi. Donc voilà, c'est cette balance plutôt à laquelle je pensais, quoi. Ouais, je voulais juste revenir sur ce truc de jeu à identité très forte. Moi, je pense que c'est un peu plus subtil que ça, puisque en fait, quand on prend des jeux comme Forbidden Psalm ou Necropolis, et j'ai envie de dire Forbidden Psalm, c'est peut-être un peu plus développé, finalement, il y a des illustrations, il y a un peu de lore, mais il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Souvent, c'est des jeux finalement qui donnent peu d'informations. Je veux dire, Forbidden Psalm, on parle de Vriprix, le magicien fou, enfin, plus exactement, d'une ville, mais ça va pas beaucoup plus loin. Necropolis, c'est hyper maigre en termes de lore. Il y a finalement peu de volume de texte. Il y a des dessins qui sont magnifiques. D'ailleurs, c'est Martin McCoy, il me semble, l'illustrateur, qui est trop fort. Je suis très jaloux, voilà. Mais finalement, en fait, je pense que par exemple, un jeu comme Warhammer 40 000 a une identité beaucoup plus forte. Il y a des kilotonnes de lore qui existent depuis 40 ans, des bouquins épais comme ça, avec des romans, des personnages qui sont développés. Et finalement, la force de ces jeux, je pense, des Necropolis, des Forbidden Souls ou d'autres d'ailleurs, c'est qu'ils nous donnent pas beaucoup à manger, mais du coup, ils suggèrent. Enfin, c'est que de la suggestion et le reste, c'est à nous de le faire. Et moi, pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ces jeux-là. Et j'ai envie de dire, Frostgrave, c'était un petit peu pareil aussi. Dans le sens où on te dit, bon, il te faut des squelettes, des machins, mais on te dit pas la tronche qu'ils ont, on te donne pas beaucoup d'infos dessus. Et ça me fait un petit peu penser à. Je vais faire une digression, je suis désolé, mais ça reboucle quand même un peu avec ces univers. J'avais entendu dire que le type qui est à la tête des studios de jeux vidéo qui ont développé les jeux Dark Souls, qui ont quand même eu pas mal d'impact aussi sur le jeu de figurines en termes d'esthétique, c'est un gars qui, gamin, disait une série de livres dont vous êtes le héros qui s'appelle Sorcery, je crois, qui était illustrée par John Blanche.
Et à l'époque, il parlait pas très bien en anglais, donc il comprenait un peu à moitié les choses. Et c'est ça qui trouvait fou en fait là-dedans, c'est qu'il comprenait à moitié les choses et le reste il devait un peu l'imaginer. Et c'est aussi ce qu'il a essayé de mettre dans ses jeux vidéo. Enfin, je veux dire, moi j'ai un peu joué à ces jeux, je comprends rien en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas pré-mâché. On t'explique pas l'univers, tiens, il s'est passé ci, machin. Tu découvres un peu des bribes par-ci par-là qui te permettent de recomposer et de un peu te faire l'image et de comprendre de quoi ça cause. Et finalement, je trouve que des jeux comme Forbidden Soul, Necropolis, même Turnip 28 ou d'autres un peu dans ce style, moi, je suis pas sûr qu'ils aient une identité si forte que ça. Ils plantent des petites graines et ce qui est fort, c'est ce que nous, en fait, on y met et ce que nous, on vient développer derrière comme imaginaire, ce que ça vient un peu nous faire percuter. Et, et c'est aussi ça, je trouve, qui permet ce retour un peu, je pense, à la figurine, où on peut se dire aussi bien, ok, je vais jouer avec les 3 squelettes que j'ai en stock et ça ira très bien, comme, en fait, non, je vais aller chercher sur Internet les figurines de morts-vivants de la gamme que je connaissais pas encore, mais je vais la trouver pour avoir l'archétype qui te plaît. Et pour revenir encore sur Necropolis, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que l'auteur, quand il fait sa liste de profils, d'archétypes de combattants, il te dit pas un squelette, un zombie ou un fantôme. Il te donne des petites descriptions en anglais, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais il te dit par exemple que le profil de base du guerrier de base, ça peut être une pile de crâne, ça peut être un golem de chair, ça peut être une espèce de brume menaçante, enfin, et tout est hyper suggéré. Et c'est ce qui permet, je pense, à la fois de se dire, si c'est aussi suggéré que ça, je peux bien prendre le pauvre squelette, là, tout pourri, en métal, tout vieux, tout vilain, qui me reste de quand j'étais gamin, que aller chercher une figurine complètement folle chez une boîte qui fait des fichiers STL ou je ne sais quoi. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, la force de ces jeux, c'est que contrairement à ce qu'on peut se dire, l'identité n'est pas si forte que ça. C'est ce que les gens créent qui est fort. Moi, je te rejoins vachement là-dessus. En fait, il y a une proposition un peu de cadre qui englobe, mais à côté de ça, c'est allez-y, éclatez-vous. J'ai retrouvé son expression en anglais, c'est you do you, have fun ou je sais pas quoi. Et ça, ils le mettent partout dans les règles en anglais. Et en fait, il te propose une boîte ou un cadre, et dedans, en fait, c'est un peu vide, mais il y a quand même, comme tu disais, des petites graines. Et en fait, tu as plein de place pour faire ce que tu veux, toi. Là où Warhammer va te donner des dates, des trucs historiques, il s'est passé ça, après il y a eu ça, et telle faction, ils sont pas contents avec cela, ou je sais pas quoi, et où finalement, t'as plus de place pour rêver, quoi. C'est beau dit comme ça. Mais ouais, je vois quand effectivement, j'ai dit identité, mais c'était peut-être pas le meilleur terme, mais je pense que c'est plutôt justement, tu vois, Warhammer 40 000 ou Warhammer qui sont des univers très détaillés, très complets, etc., sont un peu le mainstream aujourd'hui. Donc, quand on va avoir quelque chose qui va plutôt être en porte-à-faux par rapport à ça, donc justement, Necropolis qui va dire, il n'y a pas de race, il n'y a pas de machin et tout le monde est mort et on joue des morts. En fait, c'est plus le concept et l'idée qui va être un peu original et fédérateur. Et derrière, ça va être une esquisse, en fait, pour justement laisser suffisamment de liberté aux joueurs pour se l'approprier et tout. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très chouette. Ouais. Est-ce que vous avez une sensibilité ou une formation artistique? Non, moi, je suis en reconversion, là. Je vais probablement devenir juriste. D'accord. Pas longtemps. Et ouais, mais par contre, moi, j'avais un peu une sensibilité à ça. Bon, je suis pas allée très loin dans les études artistiques. Bon, j'ai quand même fait un peu de la bijouterie. J'ai été bijoutière. Donc, les petits machins, c'était un peu
C'est un peu mon truc, ouais. Bijoutière en fabrication. Et Antoine Lablanche, tu disais, tu es dessinateur? Ouais, alors après, c'est pas du tout, c'est pas mon gagne-pain, hein, c'est pas mon métier, mais je fais ça depuis D'accord. tout le temps et, mais en fait, je sais pas comment dire, pour moi, c'est un peu lié. C'est deux passe-temps et deux passions qui sont imbriquées dans le sens où j'ai l'impression que j'ai aussi appris en recopiant des artworks de livres de jeux, où c'est aussi ça qui des fois m'a stimulé pour dessiner. Et c'est con, mais manipuler des petits personnages en 3 dimensions, bah, ça aide aussi pour apprendre à dessiner, comment la lumière elle se pose aussi sur des formes, des bases d'anatomie aussi, puisque même si l'anatomie des figurines est souvent peu réaliste, on va pas se mentir, bah, c'est toujours mieux que rien. Enfin, ouais, moi j'ai l'impression que c'est deux pratiques que j'ai qui sont un peu imbriquées en fait depuis que je suis gamin, quoi. D'accord, super. Super intéressant. Est-ce que ça lie à ça, tu vois? Je sais pas, je me pose plein de questions sur un peu les typologies de joueurs, tu vois, et les personnes qui vont être plus attirées par un jeu qu'un autre. Est-ce que va y avoir un espèce de lien systématique, ou est-ce qu'à chaque fois c'est du pur hasard par rapport à leur vécu, etc. Voilà. Mais ça, c'est un truc qu'on pourrait développer pendant des heures dans une autre vidéo. Je pense, en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire, que dans les jeux un peu indépendants, dans tous ces trucs Grimdark, machin, enfin, moi je pense à la découverte que j'ai fait aussi de 28 Mag et de tous les modélistes tous et toutes qui peuvent graviter autour. C'est aussi des gens qui, par le biais de la conversion et parfois de niveau complètement délirant de conversion, arrivent à sortir un peu du carcan de la figurine. À la base, c'est un produit de consommation qu'on va peindre. Voilà, il y a quand même une dimension créative qu'on va pas nier, mais pour moi, c'est des gens, et en tout cas, c'est ça qui me fait rêver maintenant, c'est le fait de dépasser un peu ce truc de on te donne un produit et tu en fais ce que tu es censé en faire, à savoir lui mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Et là, en les modifiant, non, bah, c'est ça à la base de la peinture de figurine, quoi. Et en les modifiant avec de la grille, avec machin, en changeant les pièces, c'est dommage, j'aurais dû noter par avance quelques noms, notamment sur Instagram, de gens qui font des trucs complètement fous. Pour moi, il y a certaines personnes, je pense, je sais pas, à Niki Grillet par exemple, on n'est plus dans la peinture de figurine. Enfin, on est clairement dans un truc d'art plastique, je sais pas comment on pourrait dire autrement, mais avec comme médium de base, au lieu que ça soit du papier ou j'en sais rien, de la sculpture sur pied, quoi, bah, c'est des gens qui font des œuvres d'art. Enfin, maintenant, je pense, et depuis longtemps, en fait, la figurine, il y a une vraie dimension artistique et il y a des gens qui la poussent très, très, très loin, quoi, cette dimension artistique. Et je pense que les jeux qui nous intéressent, Vanity et moi, et un peu les gens qui gravitent autour de Sinistre et Sombre, appellent aussi des gens qui ont cette sensibilité-là de bah, tiens, je vais prendre ce truc, je vais le changer. En fait, je ne vais pas le laisser comme c'est prévu. Ce que finalement, des jeux très compétitifs limitent un peu parce que il faut que ta figurine soit vaguement reconnaissable, que tu sois sur le bon stock. Et puis, il y a ce truc tout bête de bon, bah, tu joues telle armée de Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar. Le général qui tabasse tout ou l'unité qui tabasse tout, c'est telle figurine. Et c'est tout. Et du coup, si elle ne te plaît pas, c'est pareil, il va falloir la peindre. Et moi, personnellement, c'est un peu crève-cœur en fait, d'acheter en plus souvent des figurines pas données, puisque les figurines Games Workshop ou pas d'ailleurs, c'est jamais vraiment donné. Et de peindre des figurines que j'aime pas, moi, j'ai pas envie, quoi. Surtout les peindre 50 fois en plus. Ouais, quel enfer. Mais même une fois. Spammer, alors. Mais pour répondre à ta question, enfin en tout cas esquisser une réponse, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus large. Moi j'ai l'impression de ce que je vois par exemple dans la communauté Sinistre et Sombre,
c'est que, bon, peut-être que je reformule ce que tu as dit, mais d'une autre manière. Cet attrait, et pour, des jeux, ou communautaires ou à petit tirage quoi, à petite diffusion, et ce truc-là de la conversion parfois poussée, à l'extrême et aussi cette, esthétique qui est, un peu marginale finalement dans l'univers, de la figurine, l'esthétique un peu sombre et tout ça, ça dessine quand même, un profil de joueur. Il y a quand même, tu vois, une sensibilité, au DIY, tu vois? Enfin, il y a un peu une éthique du DIY, créative et cetera et je pense qu'on le ressent aussi, sur l'ambiance, du Discord quoi, du serveur. Mais, Et puis ce côté partage aussi. Carrément. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi ça, moi, le truc qui m'a surpris pour aller un peu dans la direction dans laquelle t'emmenais les choses, Vanity, c'est aussi ce qui m'a surpris suite à Octogone, c'est que certes, on délire les mêmes jeux avec les gens qu'on a pu rencontrer, mais avec un certain nombre de personnes, on s'est rendu compte en discutant que il y avait aussi comment dire, des accointances dans la manière de faire les choses, dans souvent des gens qui ont un lien plus ou moins étroit avec des milieux underground où le DIY est hyper développé, que ce soit le milieu punk ou le fanzine ou des choses comme ça. Et puis, on s'est rendu compte aussi, c'est rigolo, mais comment dire, une espèce de, je dis pas que c'est forcément vrai, mais aussi des accointances politiques en fait, dans le fait de pas forcément aller du côté du produit de consommation tout fait, mais plutôt d'essayer de s'approprier les choses et de les bidouiller, de les bricoler. C'est aussi une typologie d'orientation politique des gens, quoi. Enfin, c'est pas forcément un automatisme, mais on a remarqué ce truc-là. On trouve ça marrant, quoi. Enfin... Et justement, cette éthique et ces accointances politiques, même si elles ne sont pas ni automatiques, ni systématiques, ni complètement superposables, en tout cas, c'est quand même plutôt une tendance chez les gens qui nous ont rejoints là, sur ce serveur pour partager des trucs. C'est un endroit où moi, en tant que meuf, mais enfin, j'espère que ce serait pareil pour d'autres minorités de genre. C'est un endroit où on se sent bien, contrairement à plein d'endroits de figurines ou autour du hobby, où il y a quand même une énorme majorité de gros gars où tu vois bien qu'ils ont pas trop l'habitude de traîner avec des gens qui sont pas comme eux, etc. et qui prennent pas ce truc-là en compte. Alors, c'est pas forcément le truc de se sentir ultra mal ou je sais pas quoi, mais c'est voilà, ça peut être une ambiance à des moments un peu lourde et c'était aussi dans notre projet de créer un espace où ces trucs-là, ils auraient pas cours. Je sais pas si c'était très bien dit. Si, bon, on comprend bien. C'est vrai qu'il y a une bienveillance. Hein. On revient à ce terme qu'on a abordé sur Necropolis. Mais en fait, on ressent aussi sur le Discord Sinistre et Sombre une certaine bienveillance et justement ce côté où on est très nombreux, et comme vous dites, c'est pas systématique et c'est pas obligatoire, mais on est très nombreux sur ce serveur à se retrouver, à se trouver des points communs en dehors de la figurine, et que ce soit justement politique ou culturel ou en termes d'engagement, etc. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion,
que les gens, il y a des gens que j'ai croisés dans ce serveur que je croise ailleurs, sur d'autres réseaux, sur d'autres choses, mais il y a on va dire, il y a une sorte de concentration sur ce Discord-là de profils autres en fait que le wargamer. Je sais pas si du coup c'est... Ouais. Si je peux Voilà. dire... Et c'est super intéressant et super rafraîchissant. C'était aussi un petit peu l'idée au départ. Je crois que d'entre nous, c'est du coup celui qui a le pseudo Shipbreak qui était à l'initiative, qui a lancé l'idée de... en fait, on n'a qu'à faire un Discord après Octogone pour rester en lien, machin. Et c'est l'idée, c'est de se dire... plutôt notre équipe là, des gens qui avons lancé cette table Nécropolis à Octogone. Je pense que moi, pour le coup, par exemple, je suis peut-être celui qui rentre le plus dans les cases du wargamer un peu classique. Mais en tout cas, nous, ce qu'on avait envie de ce qu'on s'est dit, c'est que des espaces pour des mecs de 30 ans avec une grosse barbe qui font du wargame depuis qu'ils sont gamins et qui pour beaucoup sont très dépolitisés, machin. Il y en a plein et bon, bah, c'est super bien, mais on a envie de créer un espace un peu qui fonctionne un peu différemment, qui propose un peu d'autres choses et parce qu'on sentait aussi qu'il y avait un terreau pour ça. Et c'est con, mais j'ai parlé plusieurs fois de 28 mag, mais bon, pour moi, ça a été un peu une révélation ce fanzine, c'est aussi de voir qu'il y a des gens qui font de la figurine et qui s'intéressent à des questions de féminisme, à des questions de racisme, ça, qui proposent des challenges où on fait des femmes Space Marines, parce que après tout, pourquoi pas, et puis aussi puisque ça fait rager certains conservateurs, on se demande un peu ce qui les fait si rager que ça, quoi. Et puis l'idée, c'est de se dire, ok, en fait, nous, on tripe sur ces jeux, alors que globalement, l'ambiance, c'est la guerre, l'oppression, la domination, des gens qui vont pas bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même des jeux, pour beaucoup, dont notamment Warhammer 40 000, qui charrient des imaginaires qui sont très peu positifs, quand même. Enfin, c'est très peu enviables. Et je crois qu'on avait aussi envie de montrer que on peut se rassembler autour de ces imaginaires-là. Pour autant, en dehors de ce qui est imaginaire, dans le monde réel, essayer d'être sur des bases humaines qui, en tout cas, qui nous ressemblent dans ce que nous, on essaye dans ce qu'on essaye de vivre dans la vie de tous les jours, et de ne pas laisser ça au vestiaire du jeu de figurines, quoi. Je sais pas si c'est clair, mon image. Il y a une continuité, en fait, Ouais, si, ça me semble... de se poser ces questions-là, d'essayer de pas abandonner toute forme de conviction politique au moment où on se met à parler de petits bonshommes, quoi. Je sais pas si Vanity, ça te cause ouais, moi c'est vrai que c'est un truc qui m'interroge justement là, comme on disait, dans l'univers mainstream. Est-ce que en fait, qu'est-ce qui excite les jeunes garçons qui sont le public cible de Games Workshop dans un monde qui n'est que la guerre, ou je sais pas, enfin, c'est un univers qui est super trash. Puis tu sais, avec le truc là de l'Imperium ou de l'Empire, je sais plus comment ils l'appellent là, avec leur espèce de dieu empereur et tout. Imperium. C'est un enfer, quoi. Tandis que, alors par exemple, j'ai jamais joué à Turnip, mais la proposition de dire que la guerre c'est enlisé et c'est les navets qui ont pris le pouvoir, juste c'est génial. Enfin, ça tourne le truc, ça twist le propos guerrier d'une manière qui est assez improbable. Ou dans Nécropolis, la manière dont j'analyse la proposition là de tout le monde est mort et les gens ils continuent à se taper, c'est que bah, tu sais, les gens ils sont tellement belliqueux dans
leur âme que même quand ils sont morts, ils vont continuer à se foutre sur la gueule. Et ça, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la dérision qui est cool. Et ça me fait vraiment peur dans les jeux mainstream et dans les milieux de hobby mainstream. À des moments, je me demande si les gens ils prennent pas le lore au premier degré, quoi. Parce que quand je vois comme ils sont dans la vraie vie, tu vois, ça m'interroge, quoi. Enfin, au premier degré, ou pas loin, quoi. Il y en a. Il y en a forcément. Hein, mais c'est un problème qui est pas seulement lié à la figurine. Hein, tu vois, quand on parle d'univers hyper belliqueux et pourquoi est-ce qu'on s'amuse quand même dans ces choses-là. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Starship Trooper. Tu vois, où il y a des gens qui prennent ce film au premier degré. Et il y a des gens qui ont critiqué le réalisateur comme quoi c'était un film pro-militaire, etc. Alors que tout le long du film, il se moque de ça quand même. Et comment on peut ne pas le voir et passer à côté? Je trouve ça incroyable. Mais ça, on ne pourra pas, dans tous les milieux, pour tous les objets culturels, etc., on ne pourra jamais passer à côté de gens qui ne vont pas saisir le message ou qui vont le prendre premier degré. Notamment chez Games Workshop, il y a eu un souci il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était un grand tournoi en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, où un joueur garde impériale avait une armée à thème nazi et était costumé en nazi pendant le tournoi. Et ça a posé problème. Le truc, c'est que l'imagerie nazie n'est pas interdite en Espagne, donc légalement, il n'y avait pas de souci. Et en fait, Games Workshop a quand même fait un communiqué pour dire nos imaginaires sont fictifs et on ne pense pas ce que les personnages de nos univers disent. Et être obligé de faire un communiqué sur ça parce qu'un gars s'est habillé en nazi dans un tournoi, enfin, ça devient... ça veut dire qu'il y a des gens... Enfin, si tout le monde prend ça au second degré, t'as pas besoin de faire un communiqué, c'est bon, c'est un incident et tant pis, quoi. Et là, devoir faire un communiqué international sur tous leurs réseaux, etc., à propos de ça, c'est problématique, quoi. Mais moi, je me souviens de ce truc-là, de l'époque de l'apparition du communiqué. Je me souviens que c'était un peu la guerre civile sur le Warhammer Forum, où c'était un peu, il y avait des débats assez houleux à ce sujet. Mais moi, ça m'avait vachement questionné à l'époque. Je me souviens que j'avais quand même pas mal gratté ce que je savais et appris des choses aussi sur le lore de Warhammer 40 000. Et du coup, moi, c'est un truc qui me pose un peu question, l'espèce de redondance de sujets qui sont un peu délicats. Bon, alors Warhammer 40 000, c'est un jeu qui a aussi vécu, ça existe depuis plus de 40 ans, et il y a des sujets qui, il y a 40 ans, ne faisaient pas réagir grand monde. C'est malheureux, mais c'était, je pense, le cas, qui maintenant sont beaucoup plus délicats, et enfin, ça fait plus réagir, et je pense que c'est plutôt bien. Mais sans dire que forcément, quand on s'intéresse à Warhammer 40 000, on est un fasciste. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a aussi un truc très confus où à la base c'est censé être une satire un peu à la manière de ce que tu citais Starship Trooper, où on parle souvent aussi de Judge Dredd, ou une satire de ce type. Et à la fois, ça s'est beaucoup dilué dans le temps, quoi. Enfin, et finalement, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste des Space Marines mutants génétiques qui sont complètement glorifiés dans le lore de Warhammer 40 000. Et j'ai envie de dire encore plus que dans le lore où il peut rester des éléments de critique, mais dans l'imagerie marketing, c'est ça qui reste finalement. C'est des Space Marines hyper badass avec des gros fusils qui tout le monde, quoi. Et disons que bon, c'est comme ça, mais nous, ce qui nous a intéressé, je pense, avec Sinistre et Sombre, c'est aussi essayer de faire un peu, modestement, un petit point de ralliement pour des personnes qui envisagent le jeu de figurines un peu autrement, qui ont peut-être un regard plus critique que d'autres
sur ces choses-là. On se disait, de toute façon, ça existe déjà. Enfin, on ne l'a pas inventé, ce truc-là. Je pense qu'il y a déjà 28 marques qui est pas mal allé dans ce sens. Moi, j'ai pas mal entendu parler aussi du Discord In Rust We Trust, qui était un peu l'exemple auquel pensait l'ami Shipwreck quand on a lancé Sinistre et Sombre. Mais voilà, du fait de rencontrer des personnes avec qui on se retrouvait politiquement, tout en se disant, c'est marrant quand même, on se retrouve sur la base de jeux de petits soldats, quoi. Enfin, alors que ça devrait pas nous faire délirer. Plus qu'on pense dans le reste de la vie. Ça a été aussi l'idée de on va essayer de créer un petit point de ralliement pour des gens qui ont un peu cette même sensation vis-à-vis de tout ça. Et c'est aussi pour ça que on essaye, chose qui est peut-être un peu, des fois je trouve un peu tabou dans le milieu de la figurine, de réinjecter un peu un truc politique. Et c'est aussi un truc où on s'est pas mal creusé la tête quand on a lancé le Discord au niveau de son règlement, d'essayer de poser tout de suite des bases et de clarifier tout de suite que non, les propos vaguement ou moins vaguement fascisants, sexistes ou homophobes, transphobes, toutes ces choses-là n'auront pas leur place, parce que nous, c'est pas du tout le public qu'on veut drainer, et au contraire, on veut montrer que le jeu de figurines, ça peut être un endroit safe, autant que faire se peut, aussi pour des gens qui n'ont pas cette sociologie, comme je disais, un peu comme la mienne, de mec blanc de 30 ans qui fait de la figurine depuis qu'il est gamin, qui est cisgenre et tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, et c'est un peu ça qui était l'idée initiale, en tout cas. Alors, il y a un truc qui a été dit qui est très intéressant aussi. Tu parles plusieurs fois de 28. Alors, c'est peut-être entre la sensation et peut-être un peu le fantasme. Est-ce que Sinistre et Sombre ne pourrait pas être le 28 français? Alors, j'ai envie de dire surtout pas. Parce que, surtout pas? Bah ouais, parce que je pense que 28, alors même s'ils l'ont peut-être pas formalisé aussi noir sur blanc sur les règles de leur forum, je pense qu'ils étaient dans une approche comme la nôtre, ou que nous, on est dans une approche un peu comme la leur. Et là, en fait, leur truc, il a explosé, et ils n'arrivent plus à suivre en termes de modération. Ouais. Ah, mince. Donc, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde, puis je pense qu'ils ont fait une erreur stratégique d'héberger un jeu dont le nom m'échappe, mais la Blanche va nous le dire. Ouais, qui a un univers tendancieux et qui, je pense, a eu tendance à tomber entre de mauvaises mains. Qui est peut-être très bien aussi comme jeu par ailleurs, mais alors faut vraiment faire gaffe, je pense, à qui tu joues, quoi. Ouais. J'ai pas du tout suivi tout ça. Moi, je lis juste les magazines. Donc, j'avais pas. Mais je pense. Dommage. Ouais, dommage. Mais parce qu'effectivement, alors je ne suis pas sûr de tout, et puis moi je suis d'assez loin, je dois dire. Je pense que c'est pas mal lié aussi à des problèmes d'effectifs pour faire la modération, quoi, puisque en tout cas, moi, effectivement, il y a apparemment des trucs plutôt craignos qui traînent sur leur Discord ces derniers temps, et notamment dans la section Trench Crusade. Mais à mon avis, clairement, si suffisamment de monde pour faire la modération, ces trucs-là seraient modérés rapidement. Mais comment dire, moi j'ai l'impression, à titre tout à fait personnel, que c'est aussi l'inquiétude que je peux avoir quand tu dis est-ce que Sinistre et Sombre ne serait pas le français, en termes de sujets qu'on peut passer ou de jeux qu'on aborde, ou ce genre de choses. Oui, un peu, mais de toute façon, parce qu'on s'en est inspiré aussi. Par contre, il y a aussi ce truc où nous, à la base, on est combien? On est 4-5. On est 5, je crois. On est 5. On a notre vie à côté, on bosse, on fait des tas de trucs. Et déjà, là, on doit avoir, je pense, peut-être une centaine de membres.
Moi, je trouve ça galère de tout suivre et tout lire et tout vérifier. Il y a eu quelques petites prises de bec, heureusement pas grand-chose. Mais si, je sais pas, imaginons... Si, attends, on a dû exclure quelqu'un une fois quand même. Mais oui, mais je veux dire, c'est resté marginal. Après, à part ça, j'ai pas vu d'autres prises de bec. Mais pareil, moi, j'arrive Au début, il y avait une prise de bec, mais même pas vraiment. On a juste sifflé à la fin de la récré, puis terminé, quoi. Enfin, et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, je sais pas, si demain, par exemple, il y avait 200 personnes en plus, je pense qu'on serait débordé et que s'il y avait quelques personnes mal intentionnées dans le tas, bah, on se ferait dépasser tout pareil, en fait. Enfin... Dis pas ça, ils vont venir. Non, ils vont pas venir. Mais en fait, on n'encourage surtout pas les gens qui regardent cette vidéo à venir s'inscrire sur le Discord. Faut qu'on reste pas nombreux, c'est ça. C'est pas ce que... Voilà, après, moi, j'ai mes angoisses, c'est mon problème. Non, mais lisez bien voilà, si vous êtes intéressé par Sinistration, vous êtes les bienvenus. Lisez mon règlement. S'il y a des choses, si ça gratte trop pour vous, passez votre chemin. Puis on en reste. Il y a plein d'autres endroits. Voilà. Et quand je dis le 28 français, en fait, alors je n'étais pas au courant de toutes ces histoires. Moi, je ne fais que lire les publications, les formats magazines là qu'ils font. Mais je trouve qu'il y a cet état d'esprit à la fois l'ouverture politique et sociologique et la démarche figurinistique derrière qui est très semblable, je trouve. Donc en dehors des débordements du forum et de l'éclatement et de il y a trop de monde et tout ça, je trouve que ce qui a réuni les gens sur 28, j'ai l'impression, alors dites-le moi, mais moi ayant voilà, vous ayant rencontré à Octogone sur le stand de Necropolis et m'étant inscrit par la suite sur le Discord Sinistre et Sombre, j'ai ressenti qu'il y avait cette même envie, ce même lien en fait qu'il y avait dans 28, à la base de Sinistre et Sombre. Est-ce que je me fourvoie totalement ou... Ben non. Non, parce que je pense que les ingrédients de base, ils sont là. Toi, la blanche, tu suis un peu ce que fait 28 depuis quelque temps. Et en fait, on trouve ça cool, quoi. Enfin, moi, quand j'ai découvert qu'en fait, qu'il y avait des communautés un peu plus alternatives dans les trucs de figurines, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah ouais, on n'est pas juste nous et nos 5 potes à être dans ce délire-là, dans cette approche-là, quoi. Mais ouais, je pense même que, enfin, en tout cas, un petit peu ce qu'on a pu se dire, notamment avec Chipwreck, quand il a eu cette idée de hey, tiens, on devrait faire ce Discord, blabla. En fait, ce qu'on s'est dit, et je pense aussi que c'est le fait de participer à Octogone, de rencontrer des gens et de se rendre compte que, en fait, il y avait des envies de ça. Il y avait des envies et en fait, on prit tous ce même angle d'attaque du wargame, du hobby, de machin, on appelle comme on veut, enfin de la figurine. Mais on se retrouve sur des forums anglo-saxons à pas se rencontrer et des fois à même pas savoir qu'on est français et qu'on habite à 100 bornes d'écart et qu'on pourrait se capter des fois pour faire des trucs. Et du coup, c'est aussi faire ce constat-là où on s'est dit, bah ouais, on n'a qu'à lancer un truc en France pour que les personnes qui sont sur un secteur géographique à peu près compact puissent se mettre en lien. Et puisque, bon, nous, l'idée, bien sûr, c'est super le Discord, mais à terme, ce qu'on a envie, c'est aussi qu'il y ait de nouveau des rencontres en vrai. Alors, ça sera Octogone 2024, mais même si ça peut être à d'autres endroits et à d'autres occasions, et même créer l'occasion, ça serait chouette. Mais c'est là aussi, on s'est rendu compte que les gens
qu'on pouvait croiser en ligne, ou enfin je sais pas, moi, il y a des gens sur Instagram que je suivais depuis un moment, compte anglo-saxon, bah, je les ai vus débarquer sur Sinistre et Sombre, et j'étais ah ouais, d'accord, bon bah. Et en fait, c'est pas forcément loin, et je pourrais les croiser après-demain, quoi. Enfin, et l'idée, c'est de maintenir ces gens-là qui s'intéressent à un peu la niche dans la niche, qui se rencontrent pas parce que bah, c'est une toute petite niche, justement, mais on sait même pas qui triple là-dessus. Et avec cet outil-là, avec cette plateforme, ça permet de se connaître et de se mettre en lien, quoi. Super, je crois qu'on a un petit peu tout abordé. Merci beaucoup, parce que je trouve ça super intéressant comme discussion. C'est vraiment chouette. Est-ce que vous voulez ajouter un truc pour conclure, une petite actu, ce sur quoi vous êtes en train de plancher en ce moment Bah, tu parlais de Octogone 2024. Stay tuned. Il va y avoir des trucs, notamment des concours de peinture, de diorama, je sais plus de quoi on parle. Ouais. On mijote un truc. Ouais, Et voilà. Bien. On mijote des trucs et on aimerait bien organiser un tournoi de Nécropolis. Et si on peut faire une petite annonce et profiter de ton audience, on cherche un endroit totalement pittoresque pour égaler Allshield, qui avait eu une espèce d'église désaffectée dans un jardin anglais, un truc un peu incroyable. Là, on aimerait bien un cadre un peu cool pour faire un tournoi de Nécropolis. Cave voûtée, château hanté. Cimetière, catacombes en tout genre. Voilà, ce serait vraiment trop trop bien. Puis ça permettrait, du coup, comme c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont venus sur le Discord happés par la Nécropolis Mania. Ça permettrait de se capter tous et toutes pour de vrai, ce serait trop bien. Et du coup, je vais rajouter un petit truc, toujours par rapport à Nécropolis. Donc, allez sur le compte Instagram d'Allshield, rejoignez le Discord Nécropolis anglais. Il y a une section en VF qui s'appelle. Qui s'appelle quoi ? Père Lachaise. Ouais, parce que ça a coupé. Et du coup, nous, sur Sinistre et Sombre, on a terminé, je crois que c'était le 6 janvier, le challenge qui était en cours, qui était un challenge de construction, peinture, création de méca. Donc voilà, il vient de se terminer. Il y a eu des choses super chouettes qui ont été faites par les participants et participantes. Et on planche sur un prochain challenge qui devrait débarquer incessamment sous peu et qui sera autour de Nécropolis. Donc voilà, s'il y a des envies de Nécropolis, c'est le moment de nous rejoindre. Oui, et ça pour célébrer la sortie de la VF qui est en train de se peaufiner, qui est faite par Gide. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment une très chouette discussion. Et voilà, tous ceux qui nous regardent, allez voir ce Discord Sinistre et Sombre. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Et si les conditions la charte du Discord vous conviennent, vous pouvez vous inscrire. Si ça ne vous convient pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Voilà. Moi, ce que je fabrique... Alors, pour Noël, j'ai eu une boîte de Arceis. Mais ça, c'est mon deuxième projet pour après, parce que je vais finir mon premier projet. Et en fait, je vais faire une bande de morts égyptiens, genre autour de Isis, Osiris, tout ça, les momies, la mort, tout ça, avec Isis comme liche pour Nécropolis. Et j'aimerais bien faire un terrain avec une pyramide qui s'ouvre, des étages, enfin un truc un peu dingo, mais j'ai besoin de temps encore pour réfléchir comment ça va être. Et là, mon projet, alors j'en suis au stade de
de rassembler les pièces, etc. Je vais faire une forêt sombre avec le repère de la sorcière. Pareil pour Nécropolis. Du coup, j'ai des arbres. Il faut encore que je fasse imprimer le. Mais c'est vraiment des gros arbres. Et il faut que je fasse imprimer l'hôtel de la sorcière et que je vois une fois que j'ai tout comment je rentre ça dans 40 cm parce que c'est peut-être pas gagné. Et la bande, ouais. Et en plus, je voulais faire un vrai diorama fixe. Et là, du coup, peut-être c'est plus malin d'avoir au moins quelques parties mobiles. Mais bon, je sais pas. Il faut que j'ai tout sous le nez pour voir. Et la bande, et donc ça, c'est des trucs de j'arrive jamais à le dire, bestiarium miniature. Et la bande qui va avec, c'est le Coven. Et c'est autour. C'est un mix entre le mythe de Baba Yaga et un truc complètement perché, on dirait un peu le château ambulant, où il y a un chaudron avec des pattes d'araignée, et il y a des petits enfants morts qui font, par exemple, ils se mettent par 3 et ils font le chaman avec un masque et tout. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc un peu Miyazaki, vraiment trop cool. Et je vais leur faire des conversions parce que je veux qu'ils aient des cornes de cerf parce que c'est les petits enfants morts de la forêt que Baba Yaga a mangé. Et je vais leur faire des cornes de cerf comme le petit Gus dans Sweet Toast. Voilà. C'est ça mon projet. Un sacré projet. Ouais. Cool. Et moi, mes projets, ça avance pas, j'ai pas le temps en ce moment. Je suis vraiment en galère pour faire de la figurine et ça me manque. Mais a priori, là, 2024, je m'étais dit faire une armée saga, l'âge de la magie, Grand Royaume. J'ai plein de Bretoniens. Là, j'ai rassemblé Lost. Maintenant, faut le peindre. Et ça me terrifie, j'ai des péteurs. Je pense qu'en vrai, plus adapté à mon emploi du temps en ce moment, je vais plus me concentrer sur. J'ai le projet de me faire tous les dramatis, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais tous les dramatis personae de Nécropolis. J'en ai déjà un qui est fait, il faut que j'en fasse encore 2. Et puis des tokens pour les scénarios, des trucs comme ça. Enfin, un peu tout ce qui traîne, de petites choses à faire pour avoir des tables de Nécropolis vraiment cool, quoi. Super, ben merci beaucoup pour votre temps et votre présence. C'était très sympathique et très intéressant sur ce projet sinistre et sombre. Voilà, merci énormément.